Bonjour messieurs, dames, bienvenue aux conférences du vendredi. Christophe Charles est membre du comité d'histoire de la ville de Paris et institution municipale qui organise les conférences du vendredi. Christophe Charles est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et il est membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Un des derniers livres de Christophe Charles, et je trouve que c'est un livre qui résume très bien sa démarche, est un livre qui s'intitule Théâtre en capitale qui a été publié chez Albin Michel. En fait, Christophe Charles compare la réaction du public dans 4 villes différentes, Paris, Berlin, Londres et Vienne. Le public devant la même œuvre. Comment vont réagir ces différents publics sur une œuvre, un artiste? Qu'est-ce qui va les choquer? Qu'est-ce qui va les intéresser? Qu'est-ce qui va fonctionner ou pas? Et Christophe Charles s'est beaucoup intéressé à l'histoire comparative européenne au XIXe siècle. Alors, cet ouvrage est en vente dans la librairie du Petit Palais. Et comme l'exposition qui a lieu actuellement est un peu le sujet d'étude de M. Charles, 4 ouvrages de M. Charles sont à l'honneur aujourd'hui à la librairie. Alors vous avez un livre qui s'intitule « Le temps des capitales culturelles », 18e, 19e siècle, qui a été publié chez Champvallon et qui est en vente à la librairie. Vous avez aussi un livre qui s'appelle « Paris fin de siècle, culture et politique au seuil ». Vous avez enfin un dernier livre qui s'appelle « Discordance des temps, une brève histoire de la modernité », qui est votre dernier ouvrage chez Armand Collin. Monsieur Christophe Charles, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et bonne conférence. Bien, merci donc pour cette présentation et cette invitation, et merci à tous d'être encore là alors que vous avez peut-être envie d'aller au bain de mer. Donc nous allons terminer, enfin provisoirement, ce cycle à travers donc cette comparaison que je voulais vous proposer, puisque vous avez eu toute une série de conférences sur les différents aspects de la vie intellectuelle, culturelle, politique de Paris. Donc je n'avais pas évidemment l'intention de répéter ce que mes collègues ont sûrement mieux dit que ce que j'aurais fait. Ce que je voulais surtout, c'est resituer Paris par rapport justement à ce paysage du début du XXe siècle en Europe, en essayant de voir à la fois ce qu'il y a de commun et que partage Paris par rapport à cette modernité dont on vient de parler, et aussi ce qu'il y a de spécifique, d'original, hors du commun. C'est pour ça que j'emploie cette expression peut-être un peu emphatique de capitale des capitales. Est-ce que c'est la capitale par excellence, ou est-ce qu'elle a elle aussi des faiblesses? C'est pour ça que j'ai mis quand même un point d'interrogation. Et justement, qu'est-ce qui peut expliquer ce côté exceptionnel, et en même temps ce qui en fait, comme tout ce qui est exceptionnel, aussi la fragilité, puisque vous l'avez remarqué à travers l'exposition qui est à côté de nous au Petit Palais, il y a aussi toujours ce côté nostalgique. Est-ce que Paris n'est pas toujours menacé perpétuellement à cause de ce caractère exceptionnel de déclin ou de recul par rapport à ses rivaux ou à ses rivales? Alors j'évoque ce point-là parce que vous avez sans doute remarqué que régulièrement dans l'actualité, on évoque les rivalités entre Paris et Londres, par exemple. On en a beaucoup parlé au moment des Jeux Olympiques ou du projet de Jeux Olympiques. On a aussi évoqué de nouveau cette rivalité à propos de la montée en puissance des grandes villes mondiales que sont Shanghai ou d'autres grandes métropoles d'autres continents. Donc on voit bien que le fait d'être en tête ou d'avoir été en tête à certaines époques, c'est toujours à la fois un honneur, bien sûr, un prestige, mais aussi un risque, puisque rester premier, c'est toujours plus difficile que de monter quand on est 3e ou 4e. Alors, je ne vais pas faire un classement du tout, mais je voudrais justement envisager un certain nombre de thématiques pour comprendre à la fois ce qui fait que Paris, en 1900, est incontestablement la capitale des capitales. Ça, je crois que même les rivaux de Paris à l'époque le reconnaissent. Et en même temps, ce qui fait que cette royauté ou cette pérennité de premier rang n'est pas absolument intemporelle ou peut être menacée par de nouveaux phénomènes. Donc on verra comment, dans le deuxième point, les autres capitales essayent de tirer des enseignements de l'exemple parisien pour se doter à leur tour du même rayonnement ou de la même attractivité. Et enfin, donc, dans un troisième temps, on essaiera de mesurer cette attractivité et ce rayonnement, et pour ne pas répéter ce qu'ont dit mes collègues ou ne pas vous ressasser des choses que vous avez pu voir dans l'exposition du Petit Palais, évoquer peut-être des aspects qui sont plus difficiles à mettre en scène
dans une exposition parce qu'il ne se prête pas à des choses visuelles, donc j'aurai recours parfois à des chiffres ou à des statistiques, mais rassurez-vous, j'essaierai de rendre ça moins austère que ça ne pourrait sembler au premier abord. Alors, premier point, donc, quelques références au cas où vous auriez envie, pour occuper vos plages ou vos séjours de villégiature, à des lectures plus roboratives. Donc là, ce sont des ouvrages tous très sérieux, puisqu'il y en a même un que j'ai écrit, mais qui peuvent, en tout cas, ils sont souvent agrémentés d'images, en particulier le premier et le dernier, et donc ils permettent d'aborder des types de documents que vous n'auriez pas pu voir dans l'exposition. Donc le plus ambitieux, le plus complet, c'est celui de Pierre Cassel, donc dans la Nouvelle Histoire de Paris. Dans les autres livres, donc que ce soit le mien ou celui de Christophe Prochasson ou de Patrice Higonnet, c'est plus une approche thématique plus partielle. Bon, après ce point de bibliographie pour les sérieux de l'assistance, je voudrais partir évidemment d'une image un peu sinistre, un peu triste, mais qui, je crois, est importante de rappeler parce que nous avons une image faussée liée au fait que nous considérons Paris aujourd'hui, en tout cas Paris 1900, par rapport à la catastrophe que nous connaissons, nous, puisque nous en souvenons, la catastrophe de 1914. Or, ce qu'il faut évidemment bien se souvenir, c'est que les gens de 1900, par définition, ne savaient pas qu'il allait y avoir cette catastrophe. Et donc cette notion de belle époque, qui est souvent utilisée pour désigner l'époque autour de 1900, c'est une notion rétrospective, c'est une notion projetée par les gens postérieurs à 1914, qui évidemment ont la nostalgie d'une époque heureuse où ils n'avaient pas connu, les gens de cette époque n'avaient pas connu les catastrophes du XXe siècle. Donc, pour se replacer dans l'état d'esprit des gens de 1900, et ça c'est très important quand on veut comprendre pourquoi les gens vivent d'une certaine façon et agissent d'une certaine façon avant 1914, il ne faut pas projeter sur eux nos nostalgies, mais il faut en revanche projeter les souvenirs qu'eux-mêmes pouvaient avoir de l'histoire. Et le principal souvenir qu'ils avaient de l'histoire, pour ce qui concerne la vie de Paris, c'était évidemment le double événement tragique de 1870-71, à la fois donc le siège de Paris, pendant lequel les Parisiens avaient souffert terriblement de manque de nourriture, et puis évidemment de l'enfermement et de la menace des bombardements. Et ça, c'est un souvenir qui est encore très présent pour les Parisiens, puisque en 1900, certains ont encore, évidemment, une grande partie a vécu ces événements. Et le deuxième événement encore plus tragique, c'est évidemment la Commune de Paris, donc, qui succède à ce siège et qui est une des conséquences de ce siège, où donc la ville capitale se révolte, une partie de la ville capitale se révolte contre le gouvernement officiel de la France, et il en résulte, vous le savez, une terrible guerre civile, un second siège et des destructions majeures, en particulier donc ce monument que vous avez sous les yeux, l'Hôtel de Ville de Paris. Et ce souvenir de cet événement traumatique, je crois, est très spécifique des Parisiens, puisque aucune grande capitale de cette époque n'a subi de tels événements, bien entendu. Les derniers événements comparables, c'est l'invasion napoléonienne en Russie et le siège de Moscou, mais c'est 1812, donc c'est beaucoup plus ancien, ou encore les événements révolutionnaires de 1848 qui ont eu lieu à Berlin, à Vienne, à Budapest, et qui sont là aussi évidemment beaucoup plus lointains pour les habitants de ces villes. Donc Paris a cette spécificité d'avoir une histoire évidemment très violente, tragique, dramatique, et dont le souvenir est encore très présent dans la mémoire des habitants. Et pour comprendre justement cette volonté des gouvernements successifs d'organiser toutes ces expositions depuis 1855 jusqu'à 1900, je crois qu'il faut relier les deux phénomènes. Il y a une volonté d'oublier ce passé tragique et de montrer que cette ville qui semblait ruinée, qui semblait frappée par de grandes catastrophes, est comme un phénix qui a reconquis son rang, qui a reconquis son dynamisme, qui a reconquis son rayonnement. Donc ce n'est pas du tout pour vous assombrir que je commence par cet événement, c'est plutôt pour comprendre cette espèce d'enthousiasme, de joie de vivre, de volonté, de libération qui est caractéristique du Paris 1900. Alors pour le voir, je crois que le plus simple c'est de repartir de l'événement qui est à l'origine de l'exposition du Petit Palais, donc cette exposition de 1900.
Alors vous avez eu, je suppose, l'occasion de visiter cette exposition, donc vous avez vu ce qu'on présentait aux visiteurs de 1900, mais ce que je voudrais faire, c'est comprendre qui étaient ces visiteurs, ce qu'ils venaient y chercher, ce qu'ils en attendaient. Donc je vais déplacer un petit peu le regard, non pas montrer ce qu'on voyait dans cette exposition, puisque ça vous l'avez vu et c'est bien connu, mais plutôt ce qui a intéressé particulièrement ces visiteurs. Alors tout d'abord, quelques rappels. C'est une sorte de ville dans la ville, hein. Ça c'est une vue panoramique prise à partir de la colline du Trocadéro. Donc on a l'impression qu'on a construit une autre ville dans des espaces vides, puisque à l'époque, l'esplanade du Champ de Mars, l'esplanade des Invalides sont des espaces vides, ils sont encore aujourd'hui, mais ils sont quand même beaucoup plus construits qu'ils ne l'étaient à l'époque. Donc on peut construire une sorte de deuxième ville à l'intérieur de la ville. Et cette ville est totalement anarchique, comme vous pouvez le voir à travers cette image, puisqu'on a côte à côte des bâtiments qui aujourd'hui nous choqueraient parce qu'ils sont de styles totalement différents. On a des bâtiments qui évoquent le style des pays dont ils sont originaires, donc on a des architectures typiques de ces pays, et à côté on a des choses ultramodernes, on a des machines, on a des grandes roues, on a des attractions comme à Luna Park ou à Disneyland aujourd'hui. Donc à l'époque, on n'est pas du tout choqué de ce mélange, de cet éclectisme, et ça traduit bien la volonté d'être universel, c'est-à-dire qu'il faut plaire à tout le monde, les gens exigeants comme les gens les plus simples, les gens qui cherchent du savoir, les gens qui cherchent de la culture, mais aussi des gens qui cherchent simplement de la distraction et du dépaysement. Et ça apparaît dans un autre aspect de ces expositions, c'est l'affluence. Je vous ai mis là un graphique qui permet de visualiser l'affluence considérable de l'exposition de 1900 par rapport aux autres expositions, puisque on voit très bien que c'est l'exposition qui a attiré le plus de visiteurs de toutes les expositions qui ont eu lieu au XIXe siècle, 50 millions de visiteurs. Si on compare aux expositions de 1889, c'est 2 fois plus. Et si on compare aux expositions des autres grandes villes, là je reprends mon fil comparatif, vous voyez que Paris surclasse à chaque fois, quelle que soit la date d'exposition, les autres villes, et l'exposition de 1900 fait exploser tous les records. Alors cette affluence record, évidemment, s'explique par l'habitude, le fait qu'il y a eu des expositions régulièrement à Paris, tous les 11 ans environ, mais surtout parce qu'en 1900, les visiteurs profitent pour la première fois peut-être dans la modernité de toutes les innovations qui permettent le déplacement rapide. C'est la première fois où vous avez tous les transports modernes qui confluent sur Paris, les chemins de fer nationaux, internationaux, les grands steamers, les grands bateaux à vapeur qui traversent maintenant l'Atlantique en moins de 8 jours. Et donc vous pouvez avoir pour la première fois dans l'histoire des gens venus des 4 parties du monde. Et je vais essayer de démontrer cela à travers des données. Voici donc les chiffres que recensent les organisateurs officiels. Donc 241 000 entrées par jour. Le trafic des gares en 1900 enregistre 25 millions de passagers de plus qu'en 1899, l'année précédente. 439 976 passagers sont venus de l'étranger d'après les enregistrements des gares. 150 000 sont venus par la mer. Et on a même des destinations extrêmement lointaines, donc ça confirme ce que je viens de vous dire sur les 4 parties du monde. 10 000 sont venus d'Amérique latine, 3 600 de Chine et de Japon. Il faut quand même vous représenter qu'à l'époque, 3 600 personnes qui viennent de Chine, ça veut dire quand même au moins 3 semaines de voyage. Donc c'est quand même des gens très, très motivés. 59 000 d'Algérie, bon, c'est plus près, mais enfin quand même, et d'autres viennent même de Cochinchine. Et on a des Russes qui préfèrent prendre le bateau plutôt que le train. Donc vous avez vraiment un rayonnement mondial de cette exposition. C'est l'événement du siècle, en tout cas du siècle qui commence, puisque à l'époque on croyait que le siècle commençait en 1900, peu importe, c'est un détail, mais on voit bien qu'il y a une volonté d'aller à Paris comme l'endroit où tout ce qui est important se passe. Donc ça c'est un petit graphique qui a été construit par les organisateurs de l'exposition pour montrer justement les origines géographiques, bon c'est approximatif puisqu'il peut y avoir des gens qui viennent d'Allemagne qui en réalité viennent de Russie parce que la ligne est la même, mais enfin on voit bien que ce sont d'abord les pays voisins de la France qui envoient le plus de passagers ou de voyageurs, mais on a évidemment ce gros point bleu qui vient d'Angleterre parce qu'en réalité une partie des voyageurs qui viennent d'Angleterre sont en fait des Américains qui ont fait le transit par Liverpool
ou par Londres. Donc ça montre bien ce rayonnement, ces différents éléments montrent bien le rayonnement international et mondial de l'exposition. Alors, qu'est-ce que ces voyageurs viennent voir? Ils viennent voir Paris, bien entendu, ça les fait rêver, mais ils viennent aussi pour les attractions spécifiques qu'apporte cette exposition. Alors là, je me suis fié toujours aux données que fournissent les rapports officiels et qui permettent de montrer que dans toutes ces attractions, qui sont extrêmement nombreuses dans l'enceinte de l'exposition, tous n'ont pas le même intérêt pour les voyageurs. Et on voit bien qu'il y a des choses qui intéressent plus que d'autres. Et j'ai été surpris moi-même de voir que l'attraction qui a le plus intéressé les habitants de Paris ou les habitants de l'étranger, ce n'est pas des choses extrêmement modernes, c'est le village suisse. Ça peut être étonnant d'aller voir un village suisse à Paris, puisque partout la Suisse, c'est quand même pas si loin de Paris. Eh bien, vous voyez que le record de recettes au sein de l'exposition, c'est le village suisse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce village suisse? Vous allez voir, ça n'a rien de très moderne. C'est quelque chose de très traditionnel, au contraire, puisqu'on a reconstitué à l'identique ces vieilles maisons, ces vieux chalets, et puis il y a des petites montagnes, et puis il y a des descentes en luge, etc. Enfin, on est vraiment dans Disneyland beaucoup plus que dans la modernité. Donc ça montre bien que les habitants de 1900 ne sont pas tous des habitants qui entrent résolument dans le XXe siècle. La même chose pour le palais du costume. Qu'est-ce que c'est que ce palais du costume? C'est l'évocation, là aussi, de toutes les modes, de tous les temps, de tous les pays, de toutes les époques. Donc là aussi, c'est plutôt un regard nostalgique sur le passé. Même regard nostalgique avec le grand succès de cette reconstitution du vieux Paris, donc le Paris du Moyen-Âge, que le dessinateur Albert Robida a reconstitué sur les bords de la Seine. Et vous voyez, il attire 900, la recette, c'est 936 000 francs. Donc, on peut imaginer que ça devait coûter 1 ou 2 francs. Donc, ça représente quand même plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Et puis, une autre grande attraction de toutes ces expositions, ce sont les panoramas. Alors ça peut nous paraître étrange. Pourquoi les gens sont-ils fascinés par les panoramas? Qu'est-ce que c'est que ces panoramas? Eh bien, soit ce sont des grandes images peintes sur des toiles qui donnent des grandes visions. Donc le panorama du Tour du Monde, vous avez une sorte de vision de tous les grands sites mondiaux. Donc évidemment, à l'époque, on ne voyage pas autant qu'aujourd'hui. On a l'impression de découvrir l'ensemble des continents grâce à ce panorama. Le panorama de Madagascar, c'est la même chose. On vous présente des vues de la grande île africaine, et évidemment, à l'époque, très peu de gens ont l'occasion de pouvoir aller dans un pays comme cela. Donc c'est vraiment l'attrait de l'exotique, l'attrait du lointain, et puis l'impression d'être plongé dans un autre monde. Donc on est à Paris, mais on est en même temps ailleurs. Donc on a envie de changer aussi d'horizon géographique. Et puis il y a des choses classiques, notamment la danse, ça fait toujours recette, avec le palais de la danse. Les danses de Loie Fuller, ça vous avez des extraits de films au sein de l'exposition du Petit Palais qui vous montre ce que c'était que ces danses de Loie Fuller. Donc c'est une danse très nouvelle, très moderne. Et puis l'Andalousie, là, ce sont évidemment des danses plutôt espagnoles et plutôt style folklorique qui attirent les foules. Donc vous voyez, on a une diversité de spectacles avec des points forts et des points faibles, mais on voit bien que ça correspond à une universalité de population. On a aussi bien des gens qui ont envie de voyager, des gens qui ont envie de se plonger dans le passé, des gens qui ont envie de découvrir des réalités scientifiques. Donc ça montre bien que c'est véritablement une exposition universelle et que c'est à l'image d'un public extrêmement divers par son milieu social ou par son milieu culturel. Alors, autre point qui attire dans ces expositions, ce sont les grands congrès. Ça, c'est une habitude qui a été prise au cours du XIXe siècle, d'associer les grandes expositions universelles à l'organisation de grands congrès, qui peuvent être des congrès sur des questions politiques, sur des questions sociales, sur des questions artistiques, sur des questions scientifiques. Les savants profitent de ces expositions pour se retrouver à Paris, puisque évidemment il y a l'attrait à la fois d'être dans une grande ville où on peut se distraire et se divertir, et aussi de rencontrer évidemment énormément de monde, puisque ce sont toujours des grands succès quand on organise un congrès à cet endroit. Et vous voyez que 1900 ne fait pas faute de confirmer cette idée, puisque c'est à cette époque qu'on a le plus grand nombre de congrès
organisée comparée aux autres expositions, et que ça représente quand même 68 000 participants. Évidemment, ce n'est pas les 50 millions de visiteurs, mais ça veut dire que pratiquement toute l'élite intellectuelle mondiale a profité de l'exposition 1900 pour se retrouver et pour discuter des grandes questions du moment. Alors j'en arrive donc après ce panorama à partir de l'exposition de 1900 qui nous a déjà démontré la centralité parisienne, s'il en était besoin, dans le paysage international. Nous allons maintenant essayer de voir en quoi cette centralité peut être malgré tout menacée ou concurrencée par d'autres innovations qui se passent dans d'autres capitales. D'abord, il faut rappeler que le Paris de 1900, c'est en gros le même Paris que celui que nous connaissons, à quelques changements près, comme la construction du quartier de la Défense, mais c'est en dehors des limites de Paris. Donc nous avons une assez bonne idée, même en nous promenant encore aujourd'hui dans le quartier où nous sommes, de ce que pouvait être ce Paris. Donc il y a une sorte de stabilité. Depuis 1900, il n'y a pas eu de grands bouleversements, ou en tout cas les grands bouleversements ont plutôt eu lieu à la périphérie de Paris, avec les nouveaux quartiers rénovés dans le 13e, dans le 19e, dans le 20e, mais pour ce qui est la partie où l'exposition a lieu, il n'y a pas de changement majeur. Donc on a l'impression que Paris s'est un peu arrêté, en tout cas pour les beaux quartiers, pour les quartiers qui sont les plus vivus par les touristes, on a l'impression que Paris a atteint son maximum ou son point d'équilibre par rapport au 19e siècle. Et c'est cette sorte de stabilisation, cet arrêt sur image, explique que les autres villes peuvent commencer à réfléchir sur une évolution ou un changement par rapport à ce modèle. Ce modèle, c'est donc le modèle haussmannien, et ce modèle haussmannien, vous le savez, il a été décidé dès 1850-51. Tout à l'heure, M. Gimeno faisait une plaisanterie désagréable par rapport à Napoléon III. Même si on peut avoir des critiques à faire à Napoléon III, il faut quand même lui reconnaître le mérite d'avoir lancé ce grand chantier et de l'avoir mené à bien en une vingtaine d'années. Alors je ne dis pas que la Troisième République n'a rien fait depuis, il y a eu de nouvelles percées, il y a eu de nouvelles constructions, mais c'est vrai que l'essentiel du plan de Paris, l'essentiel des percées parisiennes a été dessiné dès les années 1850-70. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce modèle parisien a été repris par d'autres grandes capitales, en particulier Madrid et en particulier Rome. Et ici, je vous ai mis donc une photo aérienne de Rome qui montre que cette vieille ville, cette ville séculaire, cette ville millénaire, cette ville compliquée parce que fruit de l'accumulation de l'histoire depuis l'Empire romain, a elle aussi décidé, mais évidemment de façon moins spectaculaire que la ville de Paris, de tailler dans le vif, de construire un nouveau quartier. Vous avez au premier plan, ici à gauche sur la photo, un nouveau quartier qui a été construit à l'époque postérieure à 1871, avec, vous voyez, un plan en damier assez caractéristique, et au centre de ce plan en damier, le long du Tibre, donc la construction du palais de justice moderne pour accompagner la fonction de capitale. Donc on voit bien que c'est un modèle parisien tout à fait exporté. Mais vous voyez en même temps, sur la rive en face, qu'il y a encore tout un lacis de ruelles qui remonte évidemment à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, et que les grandes percées sont beaucoup plus modestes. Si vous vous souvenez, évidemment, vous avez le plan de Paris dans la tête, j'imagine, donc je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Vous voyez quelques grandes percées, une grande percée sur la droite ici, et une autre grande percée en diagonale qui la rejoint. C'est à part ces deux grandes percées qui sont effectivement des décisions postérieures à 1871, on n'a finalement pas osé bouleverser complètement le plan de Rome. Donc si on compare, si vous voulez, ces deux rénovations qui sont inspirées du même modèle urbaniste de grandes percées au travers des quartiers, Paris est incontestablement beaucoup plus ambitieuse, a été beaucoup plus ambitieuse, beaucoup moins respectueuse du passé, en tout cas à l'époque du Second Empire. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu ce très grand bouleversement des années 50 aux années 70 que depuis 70, on est beaucoup plus prudent et on respecte beaucoup plus les décisions antérieures. Deuxième aspect dans cette rénovation parisienne, c'est l'insistance sur les grands équipements. Et je n'ai pas évidemment évoqué les grands équipements urbains classiques que sont les halles, mais cette grande innovation des grands magasins. Et donc vous avez là, sur la même diapositive, trois villes
À gauche, en haut, vous avez un grand magasin de Berlin qui s'appelle Wertheim, qui est une construction là aussi des années 1900, qui est le grand magasin le long d'un grand boulevard. En bas, vous avez une grande avenue à Madrid avec là aussi des grands magasins ou des grandes banques très solennelles et très monumentales. Et en haut à droite, toujours le même modèle, les grands magasins du printemps. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de modèle international des capitales qui se met en place à cette époque, fondé sur la proximité entre les grands commerces et les grandes avenues, et donc la concentration de certaines fonctions commerciales dans certains quartiers, et c'est typique du Paris de 1900, et ça devient typique de toutes les autres capitales. Donc de ce point de vue-là, Paris se trouve en compétition, ou en tout cas rattrapé par des émules qui reprennent les modèles antérieurs. En revanche, s'il y a un plan sur lequel Paris reste à part, c'est la volonté de mêler toutes les fonctions. Alors là, je vous ai mis un extrait d'un texte d'un auteur qui est assez peu connu, mais qui est intéressant parce que justement, c'est un peu le regard du Huron, puisqu'il s'agit d'un Brésilien, qui vient à Paris et qui en tire des enseignements très généraux. Et il montre qu'il y a une sorte maintenant de culture internationale des grandes villes et des grandes capitales, et que Paris est une sorte de modèle maintenant qu'on peut retrouver un peu partout. Voici ce qui est écrit, donc vous peut-être pouvez lire, mais enfin je lis pour ceux qui n'ont pas envie de mettre leurs lunettes. D'ici peu, il n'y aura ni ruines ni monuments dignes du voyage. Chaque ville, chaque nation s'efforce d'annihiler son originalité traditionnelle, ses façons, comme dans ses édifices, dans les règles de la police, comme dans les vitrines des bijoutiers, pour s'offrir le style parisien. Au Caire, ville des califes, il y a des copies de Mabille, donc Mabille c'est un bal à la mode, et les Zuleyma, donc les religieux, oublient les gentilles métaphores des poètes persans pour répéter les bons mots du Figaro. Donc ça c'est l'idée que maintenant on lit la presse parisienne un peu partout, même dans des contrées exotiques. Le premier son que j'ai entendu en pénétrant les murailles de Jérusalem, ce fut le cancan de la belle Hélène, donc là je ne sais pas s'il exagère un peu, et il sortait de l'habitation d'un rabbin, d'un docteur de la Sainte-Loi. Bon, là, je pense qu'il pousse un peu le bouchon. Sur les bords du Jourdain, sur le sable doré que les pieds de Jésus ont foulé, j'ai trouvé 2 vieux cols en papier du modèle Smith, donc ça c'est l'influence des modes anglaises. Je sais bien qu'ils n'appartenaient pas aux sauveurs, ni aux précurseurs, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils étaient là et qu'ils dépoétisaient assez ce rivage sacré. Le monde devient peu à peu une contrefaçon universelle du boulevard, donc c'est le thème du grand boulevard, et de Regent Street, donc l'équivalent anglais. Et le modèle des deux villes est si envahissant que plus une race perd son originalité et se perd sous la forme française ou britannique, plus elle se considère elle-même civilisée et méritant les applaudissements du Times. Bon, c'est évidemment un texte dont il faut enlever la part d'exagération, mais il y a quand même ce sentiment qui est commun à beaucoup de gens vers 1900, c'est que ce modèle parisien, ce modèle de la grande ville moderne, avec ses grands boulevards, avec ses théâtres, avec ses journaux, avec son côté un peu spectaculaire et festif, devient un modèle qui s'exporte un peu partout et que beaucoup d'autres villes essayent de devenir des imitations au petit pied de Paris. Alors, il faut aussi rappeler, et ça c'est peut-être quelque chose que l'exposition du Petit Palais a un peu oublié, parce que ça n'était pas son thème, mais que Paris connaît aussi un certain nombre de difficultés et de faiblesses, et que les contemporains, eux aussi, en sont tout à fait conscients. L'image que donne Paris, évidemment, dans l'exposition, c'est une image brillante, une image de spectacle, une image de joie de vivre, mais il faut rappeler qu'une grande partie de la population parisienne, malheureusement, ne profite pas de tous ces spectacles, ni de cette joie de vivre. Et on peut le montrer à travers une simple citation que j'emprunte à un rapport officiel de Jacques Bertillon dans l'annuaire statistique de la ville de Paris, où il fait un certain nombre de comparaisons sur l'état sanitaire de Paris par rapport à d'autres grandes villes comparables. Donc je lis, à Londres, où elle a toujours été beaucoup plus rare qu'à Paris, la phtisie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la tuberculose, passe en un demi-siècle du taux de 286 décès pour 100 000 habitants à celui de 161 seulement. Ce qui veut dire qu'à Londres, on a réussi à faire reculer la tuberculose. À Berlin, la phtisie était en 1871-1881
à peu près à ce qu'elle est aujourd'hui à Paris. 353 décès pour 100 000 habitants. À Paris, 358. Mais elle a diminué considérablement depuis cette époque. Elle n'est plus aujourd'hui que de 211. Mais c'est à Vienne que l'amélioration a été la plus remarquable. La phtisie dans cette ville causait il y a 25 ans 705 décès pour 100 000 habitants, donc était beaucoup plus élevé qu'à Paris. C'était une des villes d'Europe les plus cruellement décimées par la phtisie. Progressivement, ce chiffre s'est abaissé à 319. Donc, ce que veut dire le statisticien, c'est que Paris garde un taux de tuberculose nettement plus élevé que ces villes comparables, et alors que ces villes comparables ont réussi à faire reculer ce fléau, à Paris, il est maintenu à un haut niveau. Alors, qu'est-ce que traduit cet état sanitaire inquiétant? Eh bien, ça traduit les grandes inégalités sociales, puisque les annuaires statistiques de l'époque, non seulement enregistrent ce phénomène, mais en font la géographie. Et on voit très clairement sur ces cartes, aussi bien la carte de la mortalité générale qui est à gauche, que la carte de la mortalité spécifique par tuberculose, que ces fléaux, ou en tout cas ces causes de mortalité, se concentrent dans une certaine partie de Paris, le Paris des quartiers sud, est et nord, c'est-à-dire les quartiers les plus populaires, où les conditions de vie sont les moins bonnes, où la population vit dans des immeubles moins bien équipés, où l'entassement est également supérieur. Donc, vous voyez, le Paris des expositions, celui de l'Ouest et du Nord-Ouest, c'est le Paris des gens riches, c'est pas une surprise, mais c'est aussi un Paris où la vie est bien meilleure que le reste de la ville. Donc, ça rappelle que l'inégalité sociale, en dépit du côté brillant de cette capitale, reste extrêmement présent dans la ville, et c'est quelque chose, évidemment, que l'exposition essaye d'oublier ou de faire oublier. Alors, comment s'explique ce phénomène d'inégalité? Eh bien, le phénomène d'abord du surpeuplement. Les logements parisiens sont surpeuplés, ce qui évidemment facilite les épidémies et la contamination par certaines maladies. La misère est concentrée dans les quartiers qu'on a évoqués. Et surtout, la ville est enfermée dans ses murailles. C'est une des paradoxes de Paris, c'est qu'alors que toutes les grandes villes, que ce soit Vienne, que ce soit Berlin, Londres avait fait ça depuis très longtemps, mais enfin, toutes les grandes villes du XIXe siècle suppriment leurs murailles pour pouvoir s'étaler, pour pouvoir construire sur de nouveaux terrains. Paris a fait le contraire. C'est un paradoxe. Au moment où on veut que Paris soit moderne, on l'enferme dans une enceinte, et cette enceinte ne sera détruite qu'après la guerre de 14. Et ce qui fait que l'espace parisien est évidemment beaucoup plus centralisé, beaucoup plus concentré, que la densité d'habitation est beaucoup plus forte qu'à Londres ou à Berlin. Et évidemment, c'est un facteur d'aggravation du surpeuplement et de difficulté pour améliorer l'état de santé des populations. Il y a un autre phénomène, et là c'est un phénomène politique. Pourquoi cette ville est bloquée dans son développement? Eh bien parce que cette ville est gérée par un statut tout à fait à part, vous le savez, qui est le statut d'être une ville sous tutelle du pouvoir central. Les véritables responsables de la vie parisienne au niveau de la municipalité et de l'organisation de la ville, ce sont les deux préfets nommés depuis Napoléon par le gouvernement, le préfet de la Seine et le préfet de police. Il y a bien sûr un conseil municipal, mais ce conseil municipal n'a pas toute liberté. Il est sous la tutelle directe de ces deux préfets, donc en réalité sous la tutelle du gouvernement. Alors on peut trouver ça étonnant, puisque c'est un système qui a été mis en place, vous le savez, par Napoléon, et on pourrait penser que la Troisième République, qui se veut un modèle démocratique, en tout cas qui veut en partie rompre avec ce modèle bonapartiste, aurait dû changer les choses. Et vous le savez, elle ne l'a pas fait. Eh bien, elle ne l'a pas fait pour quelle raison? Vous le savez pourquoi? C'est à cause de l'événement dont j'ai parlé au début de mon exposé, c'est-à-dire ce traumatisme de la commune et ce traumatisme de la défaite, c'est-à-dire la peur que cette ville se révolte et la peur que cette ville s'autonomise par rapport à la loi commune. Et on a donc un paradoxe d'un modèle républicain qui maintient un modèle bonapartiste pour gérer sa capitale. Et ce modèle bonapartiste a des inconvénients. Quand on a un bonapartisme éclairé, comme dans le cas de Napoléon III, les réformes vont plus vite parce que le pouvoir agit en force et de façon autoritaire et passe outre
aux résistances. Mais quand on a un régime démocratique comme la Troisième République, dont les gouvernants sont issus essentiellement de provinces et élus essentiellement par la province, il y a une suspicion a priori. On ne veut pas avantager trop Paris. On a peur que Paris prenne trop de force. Et donc, on a une politique extrêmement prudente. Et donc, un certain nombre des faiblesses de la capitale, un certain nombre des inconvénients de la vie parisienne proviennent de ce décalage dans le système de gestion et dans la modestie ou le manque d'ambition des gouvernements successifs. Ça m'amène à mon troisième point, qui va être donc, pour revenir à des choses plus positives, la mesure de l'attractivité plus générale du rayonnement de Paris. Alors cette attractivité, vous l'avez déjà abordée, je pense, à travers différentes conférences qui m'ont précédé. Donc je vais essayer de soulever un certain nombre de points sur des thèmes qui ne sont pas ceux traités par mes collègues. Alors on évoque toujours, pour mesurer ce rayonnement et cette attractivité, évidemment la vie des spectacles, ça a été l'objet de la conférence de Jean-Claude Dion. On évoque la vie littéraire, ça a été l'objet aussi de conférences de certains collègues. On évoque aussi la vie politique, ça a été évoqué par Vincent Duclerc, mais je vais donc essayer de me concentrer sur des aspects différents. Et je vais partir d'un aspect qui souvent est oublié, est souvent sous-estimé pour mesurer le rayonnement et l'attractivité parisienne. Je veux parler de l'université. Alors, vous pourriez trouver ça étrange que je parle de l'université, puisque vous pourriez m'objecter que l'université de Paris, pour ceux qui sont les plus savants, remonte au XIIIe siècle, donc ça n'a rien de spécifique en 1900. Alors, vous auriez raison dans votre objection, mais j'aurais également raison dans ma réponse, bien entendu, puisque cette université du XIIIe siècle, on l'oublie trop, a été supprimée en 1793 par une décision de la Convention. Et elle n'a jamais été recréée. Alors ça peut paraître étrange, mais elle n'a jamais été recréée jusqu'en 1896. Donc précisément en 1900, Paris, pour la première fois depuis 100 ans, dispose de nouveau d'une véritable université. Alors vous me direz, oui, mais il y avait des écoles, il y avait des facultés, bien entendu. À l'époque de Napoléon, on a recréé des facultés, on a recréé des écoles, l'école normale supérieure, l'école polytechnique, etc. Et ces écoles et ces facultés servaient d'enseignement supérieur à Paris. Mais ces écoles et ces facultés n'étaient pas reliées entre elles. C'était des établissements totalement indépendants les uns des autres, qui ne formaient pas un tout, qui ne formaient pas un ensemble cohérent. Et surtout, ces établissements étaient sous tutelle directe du pouvoir central. Qu'est-ce que ça veut dire quand on recrée une université à Paris en 1896 ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'on relie entre elles les facultés, donc on crée un gouvernement commun de ces facultés pour avoir une politique commune de ces facultés, et d'autre part, on leur donne une certaine autonomie, on les rend un peu indépendantes, bon pas totalement, puisque l'autonomie c'est un combat permanent, vous le savez à l'université, on leur redonne une petite indépendance, en particulier on leur donne la personnalité morale, c'est-à-dire qu'elles peuvent gérer une partie de leur budget par elles-mêmes, et surtout elles peuvent recevoir des dons et des legs. Et donc elles peuvent créer de nouveaux enseignements et créer de nouvelles institutions. Et c'est cette situation nouvelle, qui est très récente, puisque en 1900 ça existe depuis 4 ans, qui fait que Paris est redevenu plutôt, une nouvelle capitale universitaire. Et c'est non seulement une nouvelle capitale universitaire, mais c'est un lieu prestigieux, puisque la Troisième République, dans son entreprise de rénovation de l'université, a décidé de reconstruire les bâtiments de la Sorbonne, et ici vous avez la vue du grand amphithéâtre qui a été reconstruit précisément dans le cadre de cette opération de rénovation avec la grande fresque de Puvis-de-Chavannes au fond. Deuxième grande opération, attirer les étudiants français bien entendu, mais aussi attirer les étudiants étrangers. Et Paris, donc, est la plus grande ville universitaire du monde à cette époque. Vous le voyez, j'ai fait une comparaison avec les grandes universités d'Europe. Vous voyez que Paris écrase littéralement ses concurrentes. Berlin a 4700 étudiants, plus 3200 dans l'université technique, donc ça fait un peu plus de 7000, alors que Paris est à 12 000 en 1899. Et évidemment, c'est vrai aussi pour Londres, c'est vrai pour Vienne, pour Madrid et pour Rome. Donc Paris est la plus grande ville universitaire du monde,
et elle attire des étudiants du monde entier. Vous avez ici la part du total des étudiants de Paris dans l'ensemble français, donc c'est presque la moitié de l'ensemble des étudiants français, alors qu'à Berlin, vous voyez, c'est à peine 15%. Et si vous regardez la part des étudiants étrangers présents à Paris, il y a une constante progression, puisqu'on est autour de 9% en 1897, et on est à 17% dans les années 1900. Et vous voyez que là aussi, si on compare à Berlin, l'écart est sensible. Donc Paris, incontestablement sur le plan du savoir, sur le plan du rayonnement scientifique, est une ville absolument en tête au niveau mondial à cette époque. D'où viennent ces étudiants? Eh bien, vous avez ici une statistique autour de 1898. Vous voyez qu'ils viennent de contrées extrêmement lointaines, puisque le contingent le plus important, 20%, vient de Russie. Ensuite, en deuxième position, vous avez des contrées encore plus exotiques, comme la Turquie. Bon, ça peut nous paraître étrange, ou la Roumanie. Mais en fait, sous le nom de Turquie, ce sont en réalité des étudiants grecs et non pas des étudiants turcs. La Roumanie, ça c'est une tradition ancienne. La Roumanie, vous le savez, a une langue latine. Et donc, pour les étudiants roumains, le français est une langue plus aisée à apprendre. Et traditionnellement, une partie des étudiants roumains viennent terminer leurs études à Paris, notamment en droit. Vous avez également des gens venus d'Amérique latine, d'Égypte et de toutes sortes de pays. Donc on a vraiment une métropole internationale au plan universitaire. Alors j'ai fait une comparaison avec Berlin, mais je veux gagner du temps, donc je ne ferai pas le commentaire de la deuxième partie, mais enfin on voit bien que ce n'est pas du tout la même géographie. Les étudiants de Berlin viennent surtout d'Europe centrale et orientale. Et parmi ces étudiants venus de l'étranger et qui vont faire une carrière tout à fait remarquable, évidemment je vous ai mis en exergue Marie Sklodowska, épouse Curie, étudiante polonaise, donc vous voyez qui est venue à la Sorbonne en 1891, qui fait toutes ses études et qui obtient dès 1903, donc vous voyez c'était une étudiante assez rapide, le prix Nobel avec son mari et qui va faire un deuxième prix Nobel en 1911. Donc ce rayonnement, ça a des effets, pas seulement pour la gloire et le prestige parisien, mais ça a aussi des effets puisque ça attire des éléments extrêmement brillants. Bon là j'ai pris évidemment un cas tout à fait exceptionnel, mais on pourrait citer d'autres cas d'étudiants étrangers qui ensuite vont se fixer à Paris et en France et vont contribuer au rayonnement international de la science française. Deuxième aspect dans cette attractivité et ce rayonnement, c'est le rôle de capitale musicale et de capitale de l'opéra international. Alors ça, c'est ce genre de choses qu'on a du mal à montrer dans une exposition, parce que mettre des morceaux de musique dans une exposition, c'est toujours compliqué. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette petite excursion musicale. Là, je vous ai mis le grand escalier de l'opéra. Alors vous allez encore dire que je suis bonapartiste, puisque c'est encore une décision de Napoléon III, mais c'est toujours le paradoxe, il ne faut jamais quitter le pouvoir trop vite, hein, au cas où vous auriez envie d'occuper le pouvoir. Le malheureux Napoléon III n'a jamais vu l'achèvement de ce bel opéra, puisqu'il n'a été inauguré qu'en 1875, et donc il n'a fonctionné qu'à partir de la Troisième République. Donc c'est vraiment à cette époque, sous la Troisième République, que ce grand opéra Garnier va avoir son rayonnement maximum et va être un des lieux de création ou d'introduction des œuvres du monde entier. Alors parmi ces œuvres du monde entier, celle qui fait le plus polémique à cette époque, et encore en 1900 c'est vrai, c'est l'œuvre de Wagner. Pourquoi? Parce que Wagner, vous en rappelez peut-être, avait tenté sa chance déjà une première fois en 1861 avec une première représentation de Tannhäuser dans l'opéra qui n'était pas celui-là, l'opéra qui a précédé cette salle, et ça a été un scandale mémorable qui l'a complètement dégoûté du public parisien. Et en 1870, pour se venger de cette humiliation, il a prononcé ou écrit des paroles qu'il aurait dû regretter assez longtemps après, puisqu'il a comparé les Français à une nation décadente. Et évidemment, les Français n'ont pas tellement pardonné cette méchanceté que leur a adressée l'auteur de Tristan et Iseult. Et pendant très longtemps, donc, il a été impossible de représenter les opéras de Wagner sur les scènes parisiennes. Il a fallu attendre une première tentative en 1891, donc bien après la mort
de Wagner, et l'Opéra Garnier lui-même n'a commencé à programmer Wagner que dans les années 1890. Donc vous voyez un très long retard. Alors on pourrait dire, ça veut dire que les Français sont un peu chauvins, un peu anti-allemands, un peu conservateurs. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour le gros public, puisque ce public qui empêche les représentations de Wagner, c'est un public assez nationaliste, mais ça n'empêche pas qu'on joue Wagner très régulièrement dans les concerts parisiens, sous forme d'extraits, et qu'il y a même des représentations privées dans des salons parisiens pour les gens qui sont absolument fanatiques de Wagner. Donc Wagner est à la fois absent officiellement, mais en réalité très présent dans un certain nombre de lieux privilégiés. Et une fois que Wagner a été accepté sur la scène de l'Opéra de Paris, vous voyez qu'il est joué très régulièrement, puisque ces statistiques montrent que jusqu'en 1914, alors que c'est une statistique qui porte que sur une vingtaine d'années, il a été joué plus de 860 fois sur la scène de l'Opéra de Paris, ce qui veut dire qu'il est vraiment joué très régulièrement, avec évidemment de grandes inégalités, les opéras les plus populaires étant Lohengrin et la Valkyrie. Deuxième spécificité de la vie musicale parisienne, c'est le rayonnement de l'école musicale française à cette époque et l'apparition d'une nouvelle génération d'auteurs, compositeurs, qui produisent des opéras, et plus généralement de la musique, qui sont exportés sur l'ensemble des scènes de l'Europe et même de l'Amérique. Là, je vous ai mis une statistique qui vous montre que Massenet, qui est l'homme le plus exporté à l'étranger, est représenté sur 64 scènes différentes pendant cette époque, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Bizet est aussi extrêmement bien exporté, Offenbach continue de rester très populaire, et ensuite vous avez des auteurs comme Saint-Saëns ou Debussy. Donc il y a une école française de musique, et plus généralement d'opéra ou d'opéra comique, qui a un succès international et qui rayonne dans le monde entier. Et l'œuvre la plus célèbre, et qui est encore aujourd'hui l'œuvre la plus populaire dans le monde entier, vous le voyez, est vraiment représentée. Je vous ai mis le détail de toutes les villes, et vous trouvez aussi bien des villes, pas très surprenantes, comme Saint-Pétersbourg ou Londres, mais des villes qui vous disent sans doute pas grand-chose, comme Temesvar, c'est-à-dire aujourd'hui Timișoara, qui est quand même pas une métropole absolument incontournable, Tallinn, Laibach, donc Ljubljana aujourd'hui, et même Shanghai à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une école musicale qui à l'époque a un rayonnement tout à fait mondial. Alors j'ai pris un auteur évidemment un peu moins populaire avec Massenet, mais qui aussi a également un rayonnement international, comme vous le voyez, ça c'est une œuvre qu'il sort en 1899, et vous voyez que dès les années qui suivent, il est présent sur les deux continents, aussi bien en Europe qu'en Amérique. Et même une œuvre plus difficile, ou qui a même suscité un certain nombre de polémiques en 1902, quand elle est produite sur la scène de l'opéra comique, donc Debussy, Péléas et Mélisande, vous voyez, elle aussi fait son chemin avec un peu plus de temps, mais fait son chemin, puisque entre 1907 et 1909, on la retrouve sur la scène des principales capitales, et aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Donc on est à un moment où la culture musicale française est vraiment une culture consommée à l'échelle internationale. Et il y a un phénomène inverse, qui est d'ailleurs tout à fait caractéristique de cette époque, c'est que dans l'enceinte même des expositions universelles, il y a des théâtres et des scènes musicales, et on y fait jouer des troupes du monde entier, aussi bien des troupes de pays européens que de troupes de pays venant des colonies de la France ou d'autres pays d'Afrique ou d'Asie. Et dès 1889, donc un critique musical qui observe ce phénomène, donc écrit ce texte qui peut paraître un peu étonnant, mais qui nous rappelle le phénomène de la mondialisation d'aujourd'hui. Rome n'est plus dans Rome, le Caire n'est plus en Égypte, ni l'île de Java dans les Indes orientales. Tout cela est venu au Champ de Mars, sur l'esplanade des Invalides et au Trocadéro, de sorte que sans sortir de Paris, il nous est loisible pendant 6 mois d'étudier, au moins dans leurs manifestations extérieures, les us et coutumes des peuples les plus lointains. Et la musique étant entre toutes ces manifestations l'une des plus frappantes, aucun des visiteurs exotiques de l'exposition n'a eu garde de l'oublier.
sans parler des grands concerts de l'orchestre de musique vocale, d'orgue, etc., dont la série vient de s'ouvrir au Trocadéro, nous trouvons dans les diverses sections de l'exposition universelle maintes occasions d'étudier les formes musicales propres à des races chez lesquelles l'art est compris d'une façon très différente de la nôtre. Effectivement, c'est en 1889 que pour la première fois, on a pu entendre des musiques d'Extrême-Orient, du Japon, d'Indochine, et on a le témoignage, en tout cas dans la correspondance de Debussy, que ces musiques l'ont extrêmement impressionné et que c'est souvent à l'origine, ou en tout cas d'idées, qu'il va reprendre dans certains de ses morceaux ultérieurs. Donc il y a vraiment une interconnexion des cultures musicales qui commence à travers ces expositions universelles, et Paris est un des lieux principaux où se produit cette interconnexion. Troisième point dans cette attractivité et ce rayonnement, et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Paris n'est pas seulement une ville réelle, c'est une ville qui est en permanence mise en scène dans les œuvres littéraires. Donc c'est Paris en tant que capitale des livres, mais pas seulement capitale de l'édition française, bien sûr c'est à Paris qu'on publie le plus grand nombre de livres pour la France, mais c'est aussi la ville qui fait l'objet du nombre incontestable, innombrable d'œuvres qui mettent Paris en scène. Alors je vous ai mis évidemment cette image qui est une publicité pour le roman que publie Zola en 1897 qui s'intitule précisément Paris et qui est une sorte de tableau de la capitale, mais cette œuvre n'est qu'une parmi des dizaines, voire des centaines d'autres. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'il faut se rappeler que ces œuvres sont traduites dans d'autres langues, sont même parfois lues directement en français pour un certain nombre d'élites culturelles qui pratiquent le français, et que donc tous ces habitants qui vont venir à l'exposition, ou qui n'y viendront pas, mais qui essayeront de l'imaginer à travers les guides ou à travers les illustrations des magazines qu'ils peuvent lire, tous ces gens ont déjà une image de Paris, avant même d'avoir mis le pied. Et c'est important parce qu'il n'y a pas d'équivalent pour aucune autre grande ville du monde. Il y a bien sûr des romans sur Londres, il y a quelques romans sur Berlin, quelques romans sur Saint-Pétersbourg, mais c'est évidemment sans comparaison avec ce qu'on peut trouver pour Paris. Et c'est un phénomène très ancien. Là, je vous ai mis une petite liste, évidemment, d'œuvres très connues et très célèbres, qui ont pris Paris comme cadre et comme même parfois personnage principal, dans le cas de Notre-Dame de Paris ou des Mystères de Paris d'Eugène Sue. Mais vous voyez que depuis les années 1830, bon, j'aurais pu citer Balzac, bien entendu, mais c'était un peu trop évident, depuis les années 1830, il y a ce flot continu d'œuvres inspirées par Paris, qui mettent Paris au centre de leurs propos et qui contribuent à construire une image en perpétuelle évolution de la ville. Et je crois que c'est ça qui contribue énormément au rayonnement international de Paris, parce que ces œuvres sont des œuvres faites, là j'ai pris que des auteurs très célèbres, par des gens de premier calibre et qui donc sont lus à une échelle mondiale ou internationale. Voici donc un extrait de ce roman que je citais de Zola, parce que je crois qu'il résume assez bien l'image contrastée, que j'ai déjà essayé d'évoquer à travers d'autres aspects de cette conférence, que les gens pouvaient se faire de cette ville à l'époque. Voici donc ce qu'il écrit, enfin vous avez le texte sous les yeux, mais pour ceux qui sont loin, c'est plus simple que je le lise. Si le monde antique avait eu Rome, maintenant agonisante, Paris régnait souverainement sur les temps modernes, le centre aujourd'hui des peuples, en ce continuel mouvement qui les emporte de civilisation en civilisation, avec le soleil, de l'est à l'ouest. Il était le cerveau. Tout un passé de grandeur l'avait préparé à être, parmi les villes, l'initiatrice, la civilisatrice, la libératrice. Hier, il jetait aux nations le cri de liberté. Il leur apporterait demain la religion de la science, la justice, la foi nouvelle attendue par les démocraties. Il était la bonté aussi, la gaieté et la douceur, la passion de tout savoir, la générosité de tout donner. En lui, dans les ouvriers de ses faubourgs, parmi les paysans de ses campagnes, il y avait des ressources infinies. Par lui et l'autre siècle, des ressources infinies, des réserves d'hommes où l'avenir pourrait puiser sans compter. Et le ciel finissait par lui, et l'autre ciel commencerait, se déroulerait par lui, et tout son bruit de prodigieuse besogne, tout son éclat de phare dominant la terre, tout ce qui sortait de ses entrailles, en tonnerre, en tempête, en clarté victorieuse, ne rayonnait que de la splendeur finale
dont le bonheur humain serait fait. Et ce n'était pas non plus la ville avec ses quartiers distincts. À l'est, les quartiers du travail, embrumés de fumée grise. Au sud, ceux des études, d'une sérénité lointaine. À l'ouest, les quartiers riches, larges et clairs. Au centre, les quartiers marchands, aux rues sombres. Il semblait qu'une même poussée de vie, qu'une même floraison avait recouvert la ville entière, l'harmonisant, n'en faisant qu'un même champ, sans bornes, couvert de la même fécondité. Donc je crois que Zola, évidemment avec le talent d'écrivain qu'aucun conférencier ne peut avoir, a résumé assez bien une série des propos que j'ai essayé de vous tenir au cours de cette conférence, c'est-à-dire à la fois cette ancienneté de cette position centrale de Paris dans la civilisation européenne, ce rôle d'ouverture, de phare, de grandes transformations, que ce soit les transformations politiques avec l'avènement de la République et de la démocratie, que ce soit les transformations économiques et urbaines avec l'osmanisation et la modernisation de la ville, ou que ce soit évidemment les transformations intellectuelles avec le rôle de Paris comme centre culturel, comme centre artistique et comme centre universitaire. Alors cet aspect du centre artistique, vous l'avez vu très largement dans l'exposition, donc je vais passer rapidement avec cette floraison d'exposition qui a été étudiée par une de mes anciennes élèves dans un travail récent, et aussi cette source d'inspiration pour les artistes. On a vu source d'inspiration pour les écrivains, mais aussi source d'inspiration pour les artistes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en dépit de la révolution de l'art moderne, qui est en train de se faire dans ces années 1880-1900, en dépit de l'arrivée de nouvelles générations de peintres qui veulent transgresser la tradition picturale héritée de la Renaissance, qui veulent se libérer des figurations, qui veulent abandonner les conventions de la couleur ou de la forme, eh bien vous voyez, même dans ces avant-gardes, là je vous ai mis deux tableaux, un de Chagall et un de Matisse, eh bien en dépit de ces innovateurs, Paris reste pour eux une source d'inspiration parce que Paris est la ville de la modernité et qu'évidemment ils se sentent en phase avec cette ville. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de revenir souvent au Petit Palais, c'est pour ça que j'ai mis l'entrée au cas où vous ne la reconnaîtriez pas, et je vous souhaite de bonnes vacances. Donc si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas trop épuisé, je suis à votre disposition. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Je voudrais savoir, en ce qui concerne la géographie de Paris, vous nous avez dit que Paris était enserré de murailles et que les gens s'étouffaient un petit peu. Est-ce que... Il me semblait que Paris englobait plein d'espaces libres et de champs à partir de 1844 jusqu'en 1900. Il me semblait qu'il y avait encore quelques vignobles et des champs, puisque tout a été annexé en 1860 par Napoléon III. Donc ce sentiment d'étouffement, d'où est-ce que ça venait? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, est-ce que sur votre carte des étudiants qui venaient étudier à Paris, il m'a semblé avoir vu une grosse différence entre la provenance des étudiants anglo-saxons se dirigeant vers Berlin. Donc, il me semble, la Grande-Bretagne, le Canada, même les États-Unis, ça se dirigeait plutôt vers Berlin. Il m'a semblé avoir vu les États-Unis, oui, voilà. Oui, oui. Est-ce que l'origine linguistique influe dans ce cas-là? Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils choisissent plutôt Berlin que... Bon, donc je commence par la deuxième question. Parce que j'aurais dû effectivement plus commenter, mais enfin, j'étais toujours un peu fastidieux des commentaires statistiques. Alors, États-Unis, Canada, effectivement, le contraste est frappant, hein, puisqu'on a, vous voyez, 8,4% à Berlin contre 2,9% à Paris. Alors, en fait, d'après ce qu'on sait, c'est qu'une partie de ces étudiants apparemment américains sont en réalité des étudiants d'origine allemande dont les parents ont émigré aux États-Unis et qui, évidemment, de ce fait, préfèrent revenir dans le pays natal puisque, pour eux, c'est une langue qu'ils maîtrisent déjà plus facilement.
En ce qui concerne la Grande-Bretagne, effectivement, on a le même phénomène. Donc là, le phénomène de l'origine migratoire ne peut pas être invoqué. Là, c'est plutôt un choix en termes de discipline. Berlin est plus réputé par rapport aux études techniques, Technische Hochschule, les ingénieurs. Or, en France, nous avons évidemment d'excellentes écoles d'ingénieurs, mais elles sont régies par un système, vous le savez, des concours, qui fait qu'un étudiant étranger ne peut absolument pas faire d'études à l'école polytechnique, et assez difficilement un peu à l'école centrale. Mais enfin, il y a beaucoup moins de places possibles, alors que la Technische Hochschule à Berlin est organisée comme une université, donc il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de sélection à l'entrée. N'importe qui peut s'inscrire, même s'il est étranger. Donc ça explique que pour les Anglais, c'est plus aisé de venir faire des études d'ingénieur à Berlin. Alors en ce qui concerne la deuxième question, effectivement, j'ai peut-être été un peu schématique, je remets la carte pour que... Enfin, c'est une carte que tout le monde connaît. Donc effectivement, si on regarde les densités, là c'est pas les densités, mais enfin on le sait, plus on s'éloigne du centre, et plus évidemment il y a encore un peu de terrain vide à l'époque, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à cause des fortifications, ces quartiers périphériques ont été colonisés en priorité par des industries. Souvenez-vous des grandes usines qu'il y avait dans le 13e encore quand j'étais jeune, moi j'ai encore connu ça. Beaucoup de fabriques dans le 19e, dans le Faubourg Saint-Antoine, etc. Et ces espaces évidemment industriels à l'époque, évidemment c'est au détriment des habitations. Ça limite évidemment les possibilités. Deuxième effet, c'est un effet de nuisance. Évidemment, ce sont à l'époque des industries polluantes. On fonctionne au charbon, on fonctionne aux machines à vapeur. Donc, c'est pas très agréable de créer des quartiers de villégiature à proximité. Donc, ça a un effet dissuasif et ça explique que dans ces quartiers, on ne trouve qu'essentiellement une population ouvrière, celle qui évidemment travaille à proximité de ces usines et qui ne veut pas avoir trop de transport. Deuxième phénomène sur lequel j'ai oublié de parler, c'est cette rupture de charge qu'introduisent les fortifications fait qu'il y a des impôts, il y a l'octroi, tout le long de cette ligne, il y a un octroi à payer, donc ça crée des charges pour un certain type d'activité. Donc les nouvelles industries, celles qui vont se construire début du XXe siècle, essentiellement l'industrie chimique, l'industrie automobile, les nouvelles industries du XXe siècle vont s'établir en banlieue pour échapper justement à ces impôts. Donc les habitants vont être attirés en dehors de Paris, ceux qui veulent travailler dans ces usines. Donc il y a un effet de fermeture et il y a un troisième effet, c'est que du fait de l'absence de transport moderne, le métro, je vous le rappelle, n'est inauguré qu'en 1900, donc pour une grande partie des classes populaires, il est impensable d'habiter loin de son travail. Et il n'y a pas de moyen de transport commode, il n'y a que l'omnibus, mais l'omnibus, c'est pas rapide et en plus ça coûte cher pour des bourses populaires. Donc il faut habiter à proximité et ça explique ce phénomène de ségrégation puisque la carte industrielle de Paris détermine la carte sociale à l'époque. Et il faudra qu'il y ait la construction d'un réseau de transport moderne, mais ça ne va se produire qu'au cours du XXe siècle, avec le RER, enfin vous savez c'est très tard, c'est les années 60, les nouvelles lignes de métro qui sortent en banlieue, ça aussi ça va être très lent avant que les lignes de métro sortent au-delà des fortifications. Donc ça explique aussi cette concentration et cet entassement, parce qu'il y a des contraintes de transport, des contraintes d'espace, et puis une géographie qui n'évolue que lentement. Et puis surtout, il y a, je crois, ce phénomène politique. Tant qu'il n'y a pas une municipalité indépendante, tant qu'il n'y a pas un pouvoir régional, les régions ne seront créées là aussi que dans les années 60, il n'y a pas de politique à l'échelle de la métropole. Il n'y a pas de politique qui englobe Paris, la banlieue et plus largement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Île-de-France. Donc ce retard politique de Paris a eu des effets qui fait que les grandes réformes pour l'aménagement du territoire, pour l'allègement du tissu urbain, pour l'organisation plus rationnelle, enfin tous les débats qu'on a aujourd'hui au niveau du Grand Paris, tous ces débats sont agités dans les médias, dans les journaux, mais comme il n'y a pas un pouvoir régional, il n'y a pas un pouvoir municipal suffisamment fort
face au gouvernement, toutes ces choses n'avancent pas. Et comme le gouvernement est aux mains des provinciaux, les provinciaux ne veulent pas avantager les Parisiens. Ça, c'est un vieux débat ancien et qui s'est reproduit, vous le savez très bien, à propos du Grand Paris, parce qu'on a peur que cette grande région métropolitaine, évidemment, étouffe les autres régions. Donc c'est encore des problèmes d'aujourd'hui, mais qui à l'époque n'ont pas été résolus et je crois ont expliqué un certain nombre d'affaiblissements de Paris dans la première moitié du XXe siècle. Donc 1900, c'est un peu le point culminant, hein, on est encore dans la façade brillante, mais on voit déjà un certain nombre de faiblesses qui apparaissent et dont ces chiffres sont des illustrations. Et toute la première moitié du XXe siècle, on a repoussé les problèmes et il va falloir attendre la République gaulliste pour qu'on prenne quand même en charge ces vrais problèmes qui sont d'abord libérer Paris de la tutelle du gouvernement avec la création d'une municipalité et puis surtout créer une échelle de décision régionale, et ça aussi, ça prendra du temps. Donc, je parais sortir du sujet, mais je crois qu'en 1900, la question est déjà vraiment posée, et ces pathologies urbaines sont une des manifestations de ce problème non résolu d'un vrai gouvernement à une échelle digne d'une ville de cette taille. Encore une dernière petite remarque. Est-ce qu'en 1900, la modernité américaine n'avait pas déjà dépassé la modernité de Paris? Est-ce que les villes américaines n'étaient pas plus industrialisées en technologie? Bon, alors tout dépend de ce qu'on appelle modernité. Donc, si la modernité, effectivement, ça se mesure au nombre de voitures, au nombre de tonnes d'acier, au nombre de gratte-ciel, bon, c'est sûr que Paris est une ville extrêmement traditionnelle. On a bien vu qu'il y a une sorte d'attachement au patrimoine, d'enfermement dans des limites qui ont été déjà décidées en 1840, de lenteur pour introduire les moyens de transport comme le métro, etc. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que les villes américaines qui n'ont pas toutes ces contraintes, qui sont beaucoup plus autonomes du pouvoir central, puisqu'on est dans des régimes fédéraux, qui ont aussi un dynamisme parce qu'elles ont une croissance extrêmement rapide sur le plan démographique. Hein. On peut rappeler le cas de Chicago, qui avait 10 000 habitants en 1860 et qui est à déjà presque 2 millions en 1910. Donc c'est vrai que c'est des villes qui ont une telle rapidité de croissance qu'on ne peut pas attendre indéfiniment comme on peut encore le faire à Paris parce que la croissance est plus modeste. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que Paris est en train de prendre du retard par rapport à cette modernité américaine. Mais moi j'ai comparé plutôt à l'Europe parce que les conditions sont plus comparables. Hein. On est quand même dans des tailles de villes du même type, on est dans des types de croissance du même type. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens, en tout cas qui vont à Berlin, et qui commencent à dire que Berlin a plus de modernité que Paris parce que son réseau de transport ferré, par exemple, est beaucoup mieux équilibré. Il y a beaucoup plus de lignes de transport ferré, il y a un meilleur équilibre entre les quartiers, il y a une réforme municipale qui va être faite, qui va élargir le périmètre de la ville et permettre de prendre des décisions à une véritable échelle régionale, etc. Donc c'est vrai que Paris, là, c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, est en train de reculer. Jusque-là, elle avait été en tête dans toutes les grandes modernités, hein, la modernité politique, la modernité intellectuelle, la modernité urbaine. Eh bien, à partir de 1900, peut-être l'expo de 1900, c'est l'apogée, mais c'est aussi le début d'une certaine stagnation ou d'une certaine timidité face à l'avenir. Et je vous dis, il va falloir la relance des années 60, hein, la grande modernisation des années 60, pour que Paris rattrape son retard qu'elle va commencer à accumuler à partir de 1900 jusqu'aux années 50. Oui ? Oui, sauf si je me trompe en disant que maintenant Paris n'est plus la capitale qu'elle était à l'époque. Selon vous, qu'est-ce qu'elle avait à l'époque et qu'elle n'a plus maintenant, ou qu'ont les autres capitales maintenant qui fait qu'on ne peut plus comparer de la même façon ? Bon, c'est une question compliquée parce que là aussi, tout dépend des indicateurs qu'on prend. Alors, vous savez, je lui ai fait allusion tout à l'heure au début, il y a cette rivalité classique avec Londres. On compte les habitants, on compte le nombre de congrès, on compte le nombre de touristes, on compte le nombre de rencontres sportives. Enfin bon, on peut prendre toutes sortes d'indicateurs. Évidemment, chaque ville va choisir les indicateurs qui lui conviennent. Donc on est aujourd'hui dans une époque où il y a plus de consensus. Hein. Donc les comparaisons, on arrivera toujours à démontrer que Paris est meilleur sur tel plan, moins bon sur tel autre, etc. Donc déjà, il n'y a plus le consensus qu'il pouvait y avoir encore en 1900, puisque
dans tout ce que j'ai pu lire, en tout cas, personne à l'époque, en 1900, ne contestait que Paris avait un rayonnement, et bon, les chiffres que j'ai montrés le démontrent, on avait un rayonnement équivalent. Aucune grande exposition universelle ailleurs n'a eu le rayonnement, aucun flux touristique à l'époque n'est comparable, etc. Enfin, les indicateurs d'aujourd'hui, à l'époque, sont tous dans le même sens pour Paris. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plus ambigus. Bon, à la fois parce que Paris souffre, enfin je vais reprendre encore des débats d'aujourd'hui, du fameux millefeuille, c'est-à-dire Paris a plusieurs niveaux de décision, il y a la municipalité, il y a le département, ça se confond là pour Paris heureusement, mais déjà ça simplifie, mais il y a la région, il y a quand même toujours l'État qui est là, parce que toutes les grandes décisions à Paris ça coûte très cher, donc c'est rare que la région ou la ville toute seule puisse tout assumer, donc il y a forcément une négociation au niveau de l'État. Donc il y a cette faiblesse en termes de prise de décision, de lenteur dans la prise de décision, et puis le fait qu'il est rare enfin, que les trois majorités, la majorité nationale, la majorité régionale et la majorité locale soient de la même couleur. Enfin là en ce moment on a ce phénomène, mais c'est tout à fait exceptionnel, puisque dans toutes les autres époques il y avait toujours un décalage, et ça créait évidemment aussitôt la tentation du maire de Paris d'embêter le gouvernement, du gouvernement d'embêter la région, ou de la région d'embêter le maire de Paris. Donc ça, c'est un facteur de faiblesse pour une grande métropole. Je pense que les grandes métropoles comparables, que ce soit New York, que ce soit Shanghai, sont plus simples en termes de décision, il y a plus d'homogénéité, et donc forcément plus de rapidité et de réactivité. Un autre phénomène qui est que nous sommes dans des cultures qui ne fonctionnent plus forcément en fonction des villes. La grande révolution de l'Internet, la grande révolution des réseaux électroniques fait que la proximité géographique n'est plus forcément un atout pour réaliser des choses. On a aujourd'hui des savants qui travaillent à distance, des gens qui sont à Genève, des gens qui sont à Montréal, des gens qui sont à Paris, qui travaillent ensemble sur le même projet. Le fait qu'ils soient de Paris, on s'en fiche. L'important, c'est qu'ils fassent un réseau. Donc, il y a beaucoup d'activités comme celle-là. Je prends l'exemple de la science parce que c'est le plus évident, mais il y a beaucoup d'activités comme celle-là où maintenant, le fait d'être dans la même ville n'est plus forcément un phénomène qui permet une plus-value ou une meilleure efficacité. Alors que c'était vrai pendant une très grande partie du 19e siècle, bien entendu. Les distances à l'époque étaient longues, les transports relativement lents, et ça n'a commencé à changer que véritablement avec les moyens que vous connaissez aujourd'hui, comme Internet ou les téléphones à distance, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ces comparaisons de villes n'ont plus de sens, ou en tout cas n'ont plus de sens pour certains types d'activités. Donc c'est pour ça que c'est difficile de se mettre d'accord. Si on prend les congrès, par exemple, est-ce que cette forme du congrès, dont on a vu qu'il commençait à se mettre en place au XIXe siècle, et dont on a vu qu'en 1900, il a été un des phénomènes majeurs de l'exposition, est-ce que ces congrès vont continuer indéfiniment? C'est-à-dire, on peut penser que maintenant, on va inventer, et on peut le faire, beaucoup d'entreprises maintenant le font, les fameuses téléconférences, où des gens sont dans des endroits différents du monde et peuvent communiquer comme s'ils étaient dans la même salle, et ça économise beaucoup de carbone, puisque ces gens-là ne prennent plus d'avion, ça économise beaucoup de frais d'hôtel, ça économise beaucoup de champagne, etc. Et on peut considérer que, comme les entreprises sont toujours à la recherche d'économies, si on leur démontre que ce mode de fonctionnement par téléconférence est bien plus efficace que ces grands congrès, ces grands messes, l'indicateur congrès comme indice de rayonnement d'une ville va perdre tout à fait son sens. Aujourd'hui, pour revenir toujours dans l'actualité, vous allez sans doute passer votre soirée devant une télévision à regarder un match de foot, pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il faut mesurer le rayonnement de l'endroit où ce match de foot va avoir lieu au nombre de spectateurs qui vont être dans le stade, ou est-ce qu'il faut mesurer au nombre de téléspectateurs qui vont se brancher sur le programme? Dans ce cas-là, le fait que ça se passe à Rio de Janeiro ou à Porto Alegre n'a strictement aucune importance. L'important, c'est d'être dans le réseau. Donc vous voyez, on est à un moment où ce type d'indicateur et d'identification entre un rayonnement ou une centralité d'une ville
commence à être mis en cause, enfin en tout cas je pense va être de plus en plus compliqué, ça va être vrai encore pour les activités traditionnelles, bon les musées malgré tout, même s'il y a beaucoup d'expositions où les œuvres se promènent, on va quand même pas déménager le Louvre tous les matins, donc il y a encore l'attractivité de lieux centraux du patrimoine, de visites, etc. Mais pour des activités plus modernes, plus en phase, disons, avec les technologies actuelles, ce type d'indicateur n'a plus forcément le même sens. Voilà, donc je fais une réponse un peu de Normand, mais c'est vrai qu'on est un peu aux limites de ces comparaisons dans le monde actuel. S'il vous plaît, c'est moi qui tiens le micro, monsieur, bonjour. Ben, gardez-le. Bonjour. Pour un court instant. Non, mais je vois d'autres gens impatients, c'est bon. Qu'en est-il de la propagation et du rayonnement de la langue française ? Vaste sujet. Bon, d'abord peut-être la caractéristique d'une ville mondiale, hein, si on veut prendre cette expression, c'est que précisément on n'y parle pas qu'une seule langue. Donc on pourrait aussi poser la question inverse, combien de gens ne parlent pas français à Paris, ce qui est peut-être aussi un autre indice de rayonnement. Bon, alors, c'est pas une pirouette, c'est simplement pour vous dire que justement, il faut regarder les choses des deux côtés. Alors, en ce qui concerne le rayonnement du français, ben, malheureusement, c'est déjà l'époque où ça commence à être problématique, ou en tout cas, même si j'ai insisté sur le rôle de la littérature, de l'exportation de la littérature française dans la contribution à l'image de Paris, bon, je ne vais pas dire le contraire 5 minutes après, mais c'est vrai que si on regarde les grandes nations qui publient des ouvrages, la France maintenant est surclassée en termes d'exportation par l'Allemagne et l'Angleterre, pour des raisons simplement démographiques. Hein. Simplement, les Français ont arrêté de faire des enfants, ou en tout cas n'en font pas assez par rapport à leurs voisins à l'époque, c'est le contraire d'aujourd'hui. Et donc, quand on fait moins d'enfants, ça fait moins de futurs Français qui parleront français, donc les marchés du français diminuent. Et d'autre part, les Français, comme ils n'ont pas l'idée qu'ailleurs c'est mieux qu'y chez eux, n'émigrent pas. Hein. Le 19e siècle, c'est un grand siècle d'émigration. C'est le grand siècle où les Allemands, les Anglais, les Italiens vont voir ailleurs si c'est mieux et découvrent parfois que c'est mieux, et ils restent. Et du coup, ça fait des communautés linguistiques externes dans l'Empire britannique, en Amérique du Sud pour les Italiens, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud pour les Allemands, qui importent ou achètent, continuent d'acheter des ouvrages français, des ouvrages dans leur langue ou des journaux dans leur langue. Et évidemment, ça contribue au maintien et à la diffusion de cette langue. Alors que les Français n'étant pas une nation démographiquement très dynamique au XIXe siècle, c'est vrai jusqu'aux années 60, hein, et d'autre part n'ayant pas beaucoup émigré, évidemment les marchés francophones se limitent à des élites, se limitent à des gens qui apprennent le français parce que c'est une langue de culture, une langue qui fait référence sur le plan culturel, mais c'est pas une langue de masse. Et du coup, par rapport à des langues de masse comme l'anglais et l'allemand, il y a un recul relatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de gens qui lisent des œuvres en français ou qui apprennent le français, mais les indicateurs qu'on a démontrent qu'ils sont en recul par rapport à ce qui pouvait être le cas dans la première moitié du XIXe siècle. Et ça, pour des raisons, je vous dis, essentiellement démographiques. C'est tout à fait indexé à la démographie. Voilà ma réponse. Mais ça va changer, puisque maintenant, vous savez, les Français sont extrêmement dynamiques sur le plan démographique. J'aimerais savoir, c'est possible, oui, pourquoi les murailles n'ont été détruites qu'après 1914 ? Alors là aussi, c'est toujours lié à des traumatismes historiques. On va encore revenir à Napoléon, puisqu'on ne peut jamais en sortir avec Napoléon. Comme vous le savez, en 1814, donc il y a eu la campagne de France, hein, c'est-à-dire l'invasion de la France par les troupes de la coalition contre Napoléon. Et Napoléon a fait ce qu'il a pu, mais malheureusement, il n'a pas pu les arrêter. Et Paris a été pris pratiquement, presque sans combat, puisqu'il y avait à l'époque un mur qui était un mur très théorique, qu'on appelait le mur des fermiers généraux, mais qui n'était absolument pas une fortification militaire capable de résister à un siège. Et donc, les successeurs de Napoléon, c'est-à-dire principalement le gouvernement de Louis-Philippe,
qui avaient vécu ces événements, et les ministres de Louis-Philippe aussi, traumatisés par ce souvenir, ont décidé, de façon tout à fait étonnante, de reconstruire des fortifications à Paris. Donc en 1840, on a lancé un grand programme de fortification, et c'était exactement le pourtour que vous avez là sur cette carte. Ça correspond exactement à et ça correspond aujourd'hui au tracé du périphérique. Donc cette fortification a été construite parce qu'on avait peur d'une nouvelle invasion, d'un nouveau siège. Alors, d'un certain point de vue, ces gouvernants ont été rationnels, puisqu'effectivement, la France a de nouveau connu, vous le savez, en 1870, une nouvelle invasion et un nouveau siège. Et effectivement, on peut imaginer que si ces fortifications n'avaient pas existé, eh bien, ce siège n'aurait pas duré 3 mois, il aurait été terminé assez vite, et les troupes allemandes auraient envahi Paris très vite. Donc, d'un certain point de vue, cette décision de 1840 n'est pas totalement aberrante si on regarde les 30 années qui suivent. Ce qui est aberrant, c'est qu'on a continué de penser que ce mur serait efficace, alors qu'on voyait bien que les progrès de l'artillerie moderne continuaient, et que des canons qui tiraient à 400 mètres, maintenant pouvaient tirer à 3 km, et qu'on allait bientôt arriver à des canons qui allaient tirer à 50 ou 60 km. Donc c'est la fameuse grosse Bertha que vous avez peut-être connue, enfin en tout cas dont vous vous souvenez, dont on a beaucoup parlé. Et effectivement, on avait un canon qui était installé du côté de Soissons et qui bombardait Paris à distance. Donc ces fortifications étaient absurdes. Et alors là, devant cette expérience de 1914-18, là, on a décidé que c'était plus la peine de continuer de maintenir ces fortifications, qui avaient beaucoup d'inconvénients pour la croissance de la ville, et qui, de toute façon, militairement, n'avaient plus aucun sens. Mais voilà, c'est ça qui explique la lenteur à ces deux événements traumatiques de 1814 et de 1871. Bonjour. Vous disiez lors de votre exposé tout à l'heure que l'Université de Paris a été recréée en 1896, si ma mémoire est bonne. Oui. Et vous montriez un graphique sur lequel on voyait qu'il y avait une grande attractivité de cette université. Comment vous pouvez expliquer, autour de 1900, alors que l'université a été créée depuis 4 ans, qu'elle attire déjà, alors qu'elle n'existait pas auparavant enfin, comment vous pouvez expliquer ça ? Oui, c'est parce que disons que j'ai fait un raccourci et que j'aurais dû expliquer que tout ça avait été un processus, comme toujours en France, assez lent. Et donc, bon, j'ai pris la date de 96 parce que c'est la date officielle où effectivement on peut maintenant écrire sur le fronton des bâtiments Université de Paris, mais en réalité il y a eu plusieurs étapes. La réflexion sur les inconvénients du modèle des facultés et des écoles style Napoléon a commencé dès le Second Empire. En fait, il y a déjà des universitaires qui critiquent ce système dès les années du Second Empire. Et les décisions commencent dès les années 70. En fait, dès les années 70, on commence à modifier un certain nombre de faits d'organisation. On développe déjà des coopérations entre les facultés. On commence à reconstruire les bâtiments avant même d'avoir recréé l'université officiellement sur le plan juridique. Donc, on prend un certain nombre de décisions positives, si vous voulez, avant cette loi de 1896. Donc, l'image de la future université est déjà en train de changer, si vous voulez, dans les décennies qui précèdent, et ça explique que la croissance, en réalité, commence avant même que la loi entérine définitivement l'existence de cette université. Bon, d'autre part, j'ai aussi un peu forcé le trait en disant qu'avant c'était terriblement négatif et après terriblement positif. En réalité, il y a déjà avant même ces projets de réforme des étudiants étrangers à Paris. Il y a traditionnellement des communautés qui viennent, bon, les Roumains, j'en ai parlé, on a déjà des Roumains en 1848, les Polonais, il y a déjà des Polonais qui viennent à Paris, bien entendu, sous la monarchie de Juillet, parce que Paris est une ville qui incarne la liberté. C'est pour des raisons souvent politiques que les gens viennent, parce qu'ils ne peuvent pas faire des études chez eux, ils sont pourchassés pour leurs idées libérales ou leurs idées républicaines, donc ils essayent de trouver un lieu où ils se sentent bien parce que c'est une ville plus ouverte, plus démocratique, plus libérale. Donc il y a des phénomènes évidemment d'organisation dont j'ai parlé, mais il y a aussi ce climat politique général qui fait que Paris apparaît toujours une ville plus ouverte, plus excitante, disons, dans des pays comme les pays d'Europe centrale et orientale où il y a encore des régimes monarchiques autoritaires assez
assez persécuteur pour un certain nombre de minorités. Pourquoi est-ce que Marie Curie est venue, enfin la future Marie Curie est venue à Paris? Parce que justement en Pologne, elle ne pouvait faire des études que si elle apprenait le russe. Et elle n'avait pas envie d'apprendre le russe, parce que les universités sous domination russe qui étaient en Pologne à l'époque, avait rendu obligatoire le russe. Et pour ceux qui étaient patriotes comme elle l'était et qui ne voulaient pas apprendre la langue de l'occupant, le seul moyen de faire des études sans apprendre la langue de l'occupant, c'était de venir à Paris, et particulièrement à Paris parce qu'il y avait une tradition entre les Polonais de trouver que la France était une sorte de deuxième patrie. Donc vous voyez, il n'y a pas que les phénomènes institutionnels. C'est pour ça qu'évidemment, les phénomènes de croissance ne sont pas forcément indexés directement sur les phénomènes organisationnels. Donc j'ai recouru à ce raccourci parce que j'avais pas beaucoup de temps, je ne pouvais pas vous raconter tout ça en détail, mais enfin vous avez bien fait de me faire préciser les choses. J'ai repris le micro pour vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire en peu de mots, au moment où Paris s'enfermait de manière tactique peu logique derrière ses murailles, que choisissaient ses rivales Vienne et Berlin comme moyen de protection, éventuellement contre une invasion russe, qui n'était pas loin d'ailleurs, enfin, s'il n'y avait plus de murailles? Alors pour Vienne, c'est intéressant parce qu'on a un peu le même phénomène que Paris, c'est-à-dire que Vienne a hésité très longtemps à supprimer ses murailles, puisqu'il y avait le traumatisme du fameux siège de 1683. Donc Vienne a été encerclée par les troupes de l'Empire ottoman et a bien failli être conquise par les Turcs. Et il y a eu une armée donc, venue de Hongrie et de Pologne qui a soutenu les troupes locales et qui a permis de desserrer les taux des troupes ottomanes. Donc ce souvenir de 1683, en 1850, bon, il commence un peu à s'éloigner quand même, mais il est encore assez présent. Et très longtemps, les militaires ont utilisé cet argument pour refuser qu'on démantèle les fortifications. Alors la décision a quand même été prise dans les années 1850 par le gouvernement de l'empereur François-Joseph, et le démantèlement s'effectue au moment, à peu près au moment de l'osmanisation de Paris, donc dans les années 1860. Et vous savez, à la place de cette fortification de Vienne, on construit ce fameux boulevard qu'on appelle le Ring, qui entoure Vienne et sur lequel on va installer donc des nouveaux quartiers modernes et toute une série de monuments prestigieux, le Parlement, l'université, des musées, des salles de concert, etc. Enfin, tous des théâtres, tous les grands équipements d'une capitale moderne. Donc là, on a vraiment la contre-épreuve, mais parce que sans doute l'idée était que l'Empire ottoman, parce qu'on ne pensait pas que les Russes allaient envahir à l'époque l'Autriche, l'Empire ottoman était, vous le savez, plutôt en décadence, et n'apparaissait plus du tout comme une menace, puisqu'il subissait défaite sur défaite tout au long du XIXe siècle. Il a subi une série de défaites face à tous les pays qui se révoltent contre lui. Donc la menace s'éloignait, donc il n'y avait plus de peur. Bon, pour Berlin, la situation est évidemment très différente, puisque il y avait évidemment le souvenir de l'invasion napoléonienne de 1806, 5-6, mais bon, là aussi, il y a eu la décision quand même de s'en parce que la France n'apparaissait plus aussi menaçante. Et puis, à l'Est, il n'y a pas de menace, puisque l'Allemagne s'étend beaucoup plus à l'Est qu'aujourd'hui. Vous le savez, aujourd'hui, la frontière polonaise est à même pas 100 km de Berlin, mais à l'époque, la frontière polonaise, elle allait... enfin, la frontière avec la Russie, elle était beaucoup plus éloignée. Du coup, on pensait qu'il y avait une sorte de matelas de sécurité, et d'autant plus qu'à l'époque, les relations entre la Russie et l'Allemagne n'étaient pas si mauvaises. Donc, il n'y avait pas ce même sentiment de peur qu'il y a pu y avoir en France. Et puis je crois que surtout il y a eu un raisonnement technique, l'idée que les murailles ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, ce qu'il faut c'est arrêter les gens à la frontière, c'est pas la peine d'attendre qu'ils soient à vos portes pour les arrêter. Donc avec les armements modernes, les fortifications style Vauban, c'est fini. Il y a des projectiles maintenant qui passent au-dessus, donc ça sert strictement à rien. Et évidemment après avec l'aviation c'est encore plus vrai. Donc je crois que, mais en France, il y a eu ces traumatismes qui expliquent un peu ces choix, qui ont eu des effets de long terme, puisque sinon les limites de Paris ne seraient plus celles-là. Il y a longtemps que les banlieues seraient annexées, il y a longtemps qu'on aurait une ville qui ressemblerait plus du tout à ce gros cerveau qui n'a pas bougé depuis 1860.
Merci. Merci beaucoup Christophe Charles, merci.